Bonsoir à tous, dans cette vidéo qui fait complément au TD de 11 décembre après-midi, on va terminer de corriger l'exercice 3 de la feuille de TD numéro 11. Donc il s'agissait de démontrer le théorème 5.3.10 de votre cours, un théorème qui dit la chose suivante, donc je vais noter J l'intervalle A plus l'infini, et je prends une fonction sur J à valeur dans R, telle que l'intégrale impropre de f sur cet intervalle est absolument convergente. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'intégrale impropre de valeur absolue de f converge, et je vous renvoie, pour la définition précise de ce truc-là, à la définition 5.3.8 dans votre cours. J'espère que c'est bien 5.3.8. Et on va vouloir montrer que dans ce cas-là, la fonction f, elle est en fait Lebesgue intégrable, donc elle est intégrable sur j muni de l'attribut bj bar, donc l'attribut complété des boréliens de j pour la mesure mu1, et de la mesure de Lebesgue, qui est, vous vous rappelez, la mesure complétée de mu1. Et de plus, on va montrer que l'intégrale généralisée, l'intégrale impropre de f sur a plus l'infini, donc au sens de limite d'intégrale de Riemann, elle est égale à l'intégrale au sens de la mesure de Lebesgue. Donc ce que ça dit ça, c'est à nouveau, c'est un résultat du même type que le précédent qu'on a montré dans l'exercice 2. C'est un résultat qui nous démontre que notre nouvelle intégrale, l'intégrale de Lebesgue qu'on a construite pendant tout ce semestre, elle généralise les façons d'intégrer que vous connaissiez déjà. Donc vous connaissiez déjà l'intégrale de Riemann depuis la L2, ainsi que les intégrales impropres qui permettent d'exporter cette intégrale à des intervalles non bornés sous certaines conditions. Et on a construit de façon complètement différente une nouvelle intégrale ce semestre, l'intégrale par rapport à une mesure, et on a muni R d'une mesure particulière, la mesure de Borel, ou si on veut l'étendre au maximum, sa mesure complétée, la mesure de Lebesgue, et ça nous donne une nouvelle intégrale sur R, donc une nouvelle intégrale sur les fonctions d'une seule variable. Et ce qu'on montre dans ces théorèmes, c'est que ces nouvelles façons d'intégrer généralisent celles que vous connaissiez déjà. Autrement dit que si vous avez une fonction que vous saviez déjà intégrer à l'ancienne mode, euh, donc notamment ici le cas d'une intégrale impropre sur un intervalle a plus l'infini, alors vous pouvez toujours intégrer avec la nouvelle façon, l'intégrale de Lebesgue, et en plus les intégrales sont les mêmes. Un point ici quand même, c'est que pour que ça marche, il faut que l'intégrale impropre converge absolument. Si vous vous rappelez un peu de votre L2, vous vous rappelez qu'il y avait aussi des intégrales qui convergeaient sans converger absolument, parce qu'il y avait des compensations entre des bouts d'air négatives et des bouts d'air positives en dessous et au-dessus de l'axe des abscisses. Ici, ce genre de compensation ne donne pas une fonction intégrable au sens de Lebesgue. Donc il faut qu'on ait la convergence absolue, ce qui, si vous voyez comment on définit une fonction Lebesgue intégrable, n'est pas déconnant, puisqu'on regarde justement la valeur absolue de f pour déterminer si on peut intégrer f ou pas. Donc il y a un petit prix à payer quand même, mais de manière générale, la généralisation de Riemann à Lebesgue marche plutôt bien. Et donc c'est ça qu'on va vouloir démontrer ici. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, avant de montrer que cette fonction est intégrable, c'est de montrer qu'elle est mesurable. Et pour ça, on va vouloir déterminer l'image réciproque d'un borélien de R par f. Ce qu'on sait, c'est que, on n'a pas 36 000 hypothèses sur f, tout ce qu'on sait, c'est que son intégrale impropre sur a plus l'infini est absolument convergente. Et on sait, vous savez probablement, si vous vous rappelez de votre L2, que ça implique qu'elle est convergente tout court. Autrement dit, que l'intégrale généralisée de f sur a plus l'infini est aussi convergente. J'ai oublié ici, converge. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous revenez encore une fois à la définition 5.3.8, ça vous dit que pour tout x plus grand que a, f est restreinte à l'intervalle fermé borné ax et Riemann intégrable. Et du coup, en particulier, pour tout n, si vous prenez f restreinte à a plus n, cette fonction-là est Riemann intégrable sur l'intervalle borné a plus n. Et vous avez vu qu'une fonction qui est Riemann intégrable, donc ça c'est le théorème 5.3.5 petit 2, elle est intégrable au sens de Lebesgue. Et de là, vous voyez qu'elle est mesurable pour l'attribut complété b bar b de a plus n bar sur l'intervalle a plus n. Ok, qu'est-ce que ça nous dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire que f, donc c'est pas tout à fait f de f-1 de b qu'on va calculer pour le moment, c'est f restreinte à a plus n moins 1 de b,
Parce que du coup, ce que ça nous dit ça, c'est que ce machin-là, il appartient à l'attribut de Lebesgue sur l'intervalle A plus n. Et là, c'est le moment de ressortir soit le théorème 2.3.5 de votre cours, qui vous donne la définition de TD, ou alors vous pouvez aussi regarder le TD numéro 5, je crois, exercice 1, où on avait démontré le théorème 2.3.5. Dans tous les cas, vous devriez retrouver qu'un élément de la tribu de Lebesgue peut s'écrire comme l'union d'un élément de la tribu de Borel, donc de la tribu qu'on n'a pas encore complétée, union, un ensemble, lambda 1 négligeable. Mu1 négligeable, et donc lambda 1 négligeable, toujours d'après ce théorème 2.3.5. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit du coup que f-1 de A plus n, l'image réciproque de B par f restreinte à A plus n, on peut l'écrire comme l'union de ces deux trucs-là. Et d'un autre côté, quelque chose qu'on a déjà utilisé à l'exercice 1, c'est qu'un borélien de A plus n, donc ça c'est le théorème 1.3.6, vous pouvez l'écrire, donc le théorème 1.3.6, il vous dit que si vous avez un sous-ensemble x0 de grand X, alors les boréliens de x0, c'est l'intersection des boréliens de grand X avec l'ensemble x0. Donc ici, notre x0, c'est A plus n, notre grand X, c'est J, c'est A plus l'infini. Donc tout borélien de A plus n, on peut l'écrire comme l'intersection d'un borélien de J avec A plus n. Et ça nous donne l'écriture suivante pour l'image réciproque de B par f restreinte à A plus n. On va nettoyer un petit peu tous les traits que j'ai mis partout ici. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que si on regarde le résultat escompté, que je le retrouve, il est ici. Donc si on regarde le résultat qu'on souhaite obtenir, ça ressemble beaucoup. Il s'agit juste maintenant de prendre l'union sur tous les n. Puisque j'ai bien un AN dans B de J, et NN un ensemble lambda négligeable, et une intersection avec l'intervalle fermé borné A plus n. Or, si je décris la définition de cet ensemble-là, je vois que c'est l'ensemble des x dans A plus n, tel que f de x appartient à B. Autrement dit, c'est l'intersection de A plus n avec f-1 de B. Mais du coup, si je prends l'union de tous les A plus n, ça va faire J tout entier. A plus n, c'est une suite croissante, quand n tend vers plus l'infini, on va finir par recouvrir l'intervalle J en entier. Du coup, f-1 de B, je peux l'écrire comme l'union des f-1 de B intersectés avec A plus n. Et ça, je viens de le calculer, c'est lui. Donc c'est bien l'union pour les n d'un AN borélien sur J, intersecté avec A plus n, tout ça, union à un ensemble lambda négligeable que j'appelle n petit n. Et ça, c'était le résultat qu'on voulait dans la question 1. Comment je vais en déduire que ma fonction, elle est bien mesurable? Du coup, cet ensemble que je viens d'obtenir, je peux encore le redébiter en deux bouts. D'un côté, j'ai l'union des AN inter A plus n, et de l'autre, j'ai l'union de tous les NN. Or, NN est un ensemble négligeable, et vous avez vu qu'une union dénombrable d'ensembles négligeables est encore négligeable. Et d'autre part, lui, pour tout n, AN c'est un borélien de J, c'est ce qu'on avait supposé. A plus n c'est aussi un borélien de J, puisque c'est un intervalle fermé qui est un sous-ensemble qui est inclus dans J. Et là, du coup, l'intersection des deux, ça va aussi être un borélien de J, puisque les boréliens de J sont une tribu. Et du coup, vous prenez une union dénombrable de boréliens, et ça vous donne encore un borélien. Donc f-1 de B, on peut l'écrire comme l'union d'un borélien de J avec un ensemble lambda négligeable, c'est-à-dire, encore une fois, par définition de la tribu complétée, il appartient à B de J bar. Et par conséquent, on a bien montré que l'image réciproque de n'importe quel borélien par F appartient à l'attribut B de J bar, l'attribut de Lebesgue sur J. Donc, cette fonction, elle est mesurable de J muni de sa tribu de Lebesgue à valeur dans R, comme toujours, implicitement muni de l'attribut des boréliens de R. Donc on va ensuite passer à du calcul d'intégrale. On souhaite montrer l'égalité
entre l'intégrale par rapport à la mesure de Lebesgue de la fonction indicatrice de a plus n fois valeur absolue de f sur j, et l'intégrale de la fonction valeur absolue de f tout court sur le sous-ensemble a plus n. Et donc là, vous avez un théorème du cours qui fait le café en fait. Parce que la fonction f, on vient de dire... Pardon. La fonction f, on a dit plutôt que... puisque son intégrale impropre converge sur a plus l'infini, ça veut dire que pour tout n, valeur absolue de f est intégrable sur, au sens de Riemann sur a plus n, et on avait dit que ça implique l'intégrabilité au sens de Lebesgue sur a plus n, donc muni de sa tribu complétée. Et d'autre part, a plus n, ça je l'ai déjà dit, c'est un élément lui-même de l'attribut B de J bar. Et là, vous avez le théorème 5.1.3 qui vous dit que dans ce cas-là, la fonction f en valeur absolue multipliée par l'indicatrice du sous-ensemble, elle est intégrable sur J munie de BJ bar par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc encore une fois, c'est le théorème 5.1.3 qui vous dit si vous avez une fonction qui est intégrable sur un sous-ensemble mesurable, alors la fonction fois l'indicatrice est mesurable sur l'ensemble plus gros, donc ici c'est J, et de plus vous avez cette égalité qui est exactement ce qu'on veut. Comment est-ce qu'on continue maintenant? Donc on va vouloir montrer que la suite 1a plus n de f, donc la suite constituée de ces fonctions-là, elle est croissante, et que si on fait la limite des intégrales, ça va nous donner l'intégrale sur j tout entier de f, l'intégrale supérieure, puisqu'on ne sait pas encore si ce truc-là est fini, et que d'un autre côté, on va pouvoir le réécrire comme ceci. Donc, montrons cela. Pour ça, on va prendre un x dans j et on va comparer la fonction 1 indicatrice de a plus n de f en x et la fonction indicatrice de a plus n plus 1 de f en x. Et on va vouloir montrer que ça nous donne une suite croissante. J'imagine que vous voyez venir du coup le type de théorème qu'on va vouloir utiliser ensuite. Donc si je prends un x dans j, par définition, si je lui applique cette fonction, ça va me donner f de x si x est compris, f de x en valeur absolue, pardon, si x est dans l'intervalle a plus n, et 0 sinon, et je vais l'écrire en deux bouts, 0 si x est entre a plus n et a plus n plus 1, ouvert pardon en a plus n, et 0 si x est supérieur à a plus n plus 1. Donc, les deux derniers, j'aurais pu les mettre ensemble, mais vous allez voir pourquoi je fais ça. Si maintenant je calcule la même, mais avec n plus 1 à la place de n, donc l'indicatrice de l'intervalle a plus n plus 1 fois valeur absolue de f de x, bah celui-là, il me donne valeur absolue de f de x sur l'intervalle a plus n plus 1, que je vais encore une fois séparer en deux bouts. Donc si x appartient à a plus n, en particulier, ça me donne valeur absolue de f de x. Si x est entre a plus n et a plus n plus 1, ça fait aussi valeur absolue de f de x. Et 0 sinon.
Du coup, on voit qu'en fait, tout élément de J, il va tomber dans un de ces trois cas, et dans tous les cas, cette fonction-là, elle est plus petite que celle-ci. Donc dans tous les cas, ce qu'on obtient, c'est que la fonction a plus n, indicatrice de a plus n de x fois valeur absolue de f de x, est plus petite que la fonction indicatrice de a plus n plus 1 de x fois valeur absolue de f de x. Donc la suite qu'on nous demande de considérer est bien croissante. Voilà, ça enfonce un peu des portes ouvertes, mais comme ça on aura écrit très précisément la croissance de cette suite. Ça sent un peu la convergence monotone, n'est-ce pas? Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Et du coup, avant de parler de convergence monotone, il faut se demander vers quoi est-ce que cette suite converge. Donc de plus, encore une fois, si x est dans J, à partir d'un... Il existe un n0 tel que x va être plus petit que a plus n0. Et en particulier, pour tout n supérieur à n0, x va être également plus petit que a plus n. X, il appartient à J, donc il est plus grand que a. Du coup, pour tout n supérieur à n0, ma fonction indicatrice de a plus n, j'aurais dû lui donner un nom, j'aurais dû l'appeler fn, valeur absolue de f appliquée en x, elle est tout simplement égale à valeur absolue de f de x. Et du coup, ça, quand n tend vers l'infini, ça tend vers f de x. Donc ce qu'on a vu, c'est que pour tout x dans J, ma suite de fonctions, là, elle tend vers valeur absolue de f. Ce qu'on a montré, c'est que la suite de fonctions 1 indicatrice de a plus n, valeur absolue de f, elle converge simplement vers valeur absolue de f sur J. Du coup, j'ai une suite croissante d'applications qui sont toutes mesurables, on l'a déjà vérifié, qui convergent vers valeur absolue de f sur l'intervalle J, donc par le théorème de convergence monotone, aussi appelé le théorème de Bepo-Lévy, aussi appelé théorème 4.3.2, mais seulement parmi les amis. On peut intervertir limite et intégrale. Donc les Bepo-Lévy, c'est le 4.3.2, si vous voulez la référence exacte. On a donc, d'après ce théorème, hop là, sans majuscule, c'est pas une nouvelle phrase, on a donc que l'intégrale de la limite, donc l'intégrale de la limite quand n tend vers plus l'infini de ma suite de fonctions indicatrice de a plus n fois f par rapport à la mesure lambda 1, c'est égal à la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale sur J des fonctions
indicatrice de A plus n fois f par rapport à d lambda. Et ça, on a dit que c'était valeur absolue de f, donc ça c'est l'intégrale sur j. Pardon, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose ici. Le théorème de Bepo-Lévy nous donne cette égalité pour des intégrales supérieures, puisqu'on n'a pas vérifié l'intégrabilité d'aucune de ces fonctions. Ce théorème-là, il porte uniquement sur les suites croissantes de fonctions mesurables positives, ce qui est le cas ici, mais on n'a pas encore justifié que c'était intégral. Donc, une fois cette erreur corrigée, ce truc-là est égal à l'intégrale sur j de valeur absolue de f, qui est la limite de la suite. Et d'un autre côté, lui, on l'a déjà vu. À la question 3, on a dit que c'était égal, ça c'est d'après la question 3, c'était égal à la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale de f sur a plus n. Et là, je peux enlever les étoiles, les intégrales supérieures, puisque je sais que ce truc-là est intégrable. En fait, celui-là aussi, je sais qu'il est intégrable, donc je pourrais aussi enlever l'intégrale supérieure sur celle-là aussi. Et d'un autre côté, je sais que pour tout n dans n, ce qu'on a dit, c'est que l'intégrale impropre de f converge absolument sur a plus l'infini. Ça veut dire que valeur absolue de f est Riemann intégrable sur a plus n. C'est la définition qu'on a utilisée au début de l'intégrale impropre, de la convergence de l'intégrale impropre. Du coup, elle est donc, pardon, c'est pas un et, c'est un donc. Donc toujours d'après le même théorème, 5.3.5, ça nous dit qu'elle est également Lebesgue intégrable. Et que l'intégrale de Riemann est égale à l'intégrale par rapport à la mesure de Lebesgue sur cet intervalle. L'intégrale de a plus n de f d lambda 1, c'est égal à l'intégrale entre a et a plus n de valeur absolue de f de t dt. L'intégrale au sens de Riemann cette fois. Du coup, si je raccroche ça ici, ce que j'ai obtenu, c'est que l'intégrale sur j, l'intégrale généralisée sur j, l'intégrale supérieure sur j de f par rapport à la mesure de Lebesgue, c'est égal à la limite, quand n tend vers l'infini, de l'intégrale de a à a plus n de f de t dt. Et ça, c'est ce qu'on devait montrer dans cette question. Mais du coup, ce qu'on a supposé, c'est que l'intégrale généralisée, l'intégrale impropre de valeur absolue de f, l'intégrale impropre de f converge sur a plus l'infini. Autrement dit, l'intégrale impropre de valeur absolue de f converge. Ce que ça veut dire, c'est que la limite à droite de ma dernière égalité, là, elle va avoir une limite quand n tend vers plus l'infini, et c'est une limite réelle, c'est pas plus l'infini. Donc notre supposition, c'est que l'intégrale impropre de valeur absolue de f converge sur j. Donc la limite, quand n tend vers l'infini, de a à a plus n de f de t, valeur absolue de f de t dt, ce truc-là est fini. Donc en particulier, d'après ce qu'on a écrit juste au-dessus, l'intégrale de valeur absolue de f sur j par rapport à la mesure de Lebesgue, elle est également finie, puisque c'est égal. Autrement dit,
f, elle est le beg intégrable sur j. J muni donc de l'attribut de Lebesgue. La mesure de Lebesgue est à valeur dans R, implicitement munie de l'attribut des Borel. Et ça, c'est bien ce qu'on devait montrer dans la question 5. F est intégrable sur J. Du coup, si on s'intéresse maintenant, donc on sait maintenant que f est intégrable, on a montré une égalité qui porte sur l'intégrale de valeur absolue de f, est-ce qu'on peut en déduire l'égalité qu'il nous faut sur f tout court? Pour ça, on va encore passer par un théorème de convergence. On va commencer par observer que cette suite, indicatrice de a plus n fois f, sans valeur absolue cette fois, elle converge simplement vers f, et ça va être vrai exactement pour la même raison que la même suite avec des valeurs absolues converger vers valeur absolue de f. Donc comme précédemment, si je prends un x dans J, il va exister un n0 entier, tel que pour tout n supérieur à n0, pour tout n supérieur à n0, x est compris entre a et a plus n. Donc pour tout n supérieur à n0, indicatrice de a plus n de x fois f de x, c'est tout simplement égal à f de x, puisque x est dans le bon intervalle. Et ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers f de x. Donc notre suite indicatrice des a plus n fois f, elle converge simplement vers petit f. Et on va vouloir passer à nouveau, utiliser à nouveau un théorème d'interversion limite intégrale. Et là, on n'a pas 36 000 solutions. On ne sait pas si f est positif ou pas, donc c'est pas le théorème de convergence monotone, parce que d'ailleurs on ne sait pas si la suite est croissante ou pas si on enlève les valeurs absolues. Par conséquent, il n'y a pas 36 000 solutions, il nous faut le théorème de convergence dominée. Il va donc falloir qu'on domine la suite, qu'on la majore. Là, en fait, ça va être assez facile. On vient de voir qu'il faut qu'on majore ces fonctions-là, pour tout n, par une fonction intégrable. Et ça tombe bien, une fonction intégrable, j'en ai une sous la main, je viens de montrer que valeur absolue de f était intégrable. Et pour tout n dans grand N, et pour tout x dans J, l'indicatrice de a plus n, de x, c'est soit 0, soit 1. Donc si je multiplie ça par f de x en valeur absolue, dans tous les cas, ça va être plus petit que valeur absolue de f de x. Soit x est dans a plus n et ça va être égal à valeur absolue de f de x, soit il n'est pas dans a plus n, donc ça va faire 0 qui est aussi plus petit que valeur absolue de f de x, puisque valeur absolue de f de x est positive. Et on vient de montrer que f était intégrable sur j, muni de la mesure de Lebesgue. Donc on peut appliquer le théorème de convergence dominée. Qui nous permet à nouveau d'intervertir la limite et l'intégrale. Donc l'intégrale sur j de la limite, quand n tend vers l'infini, la limite simple de la suite 1 de a plus n fois f d lambda 1, c'est égal à la limite des intégrales. Ça, c'est ce que dit le théorème de convergence dominée.
Ça, on a dit que indicatrice de a plus n fois f, ça convergeait simplement vers f. Donc ça, c'est l'intégrale de f sur j, sans étoile puisque f est de signe quelconque et j'ai montré qu'elle était intégrable. Et d'un autre côté, ça, donc, par les mêmes opérations qu'on a fait avant, c'est pareil que l'intégrale sur a plus n de f d lambda 1. Et ça, on a déjà dit que c'était égal à l'intégrale de Riemann, puisque f est toujours Riemann intégrable sur l'intervalle a plus n. Et puisque l'intégrale généralisée de f converge absolument, en particulier elle converge, ce qui nous dit que ce truc-là a une limite. Et cette limite, par définition de l'intégrale impropre, c'est l'intégrale de f de t dt sur a plus l'infini. Et donc on a bien, enfin, l'égalité des deux intégrales qu'on voulait démontrer. Donc j'espère que cette démonstration de ce deuxième théorème qui fait le lien entre les intégrales impropres que vous connaissez depuis longtemps et l'intégrale de Lebesgue sur un intervalle non borné a été claire. Sinon, comme toujours, n'hésitez pas à m'adresser vos questions. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.